avaient espéré que ça porte la paix. Donc, elles n'ont posé aucun acte qui fait que l'accord n'est pas appliqué. Si l'accord n'est pas appliqué, c'est du fait des signataires. Un. Deuxièmement, le processus d'appropriation de l'accord n'a pas été fait par aucun des signataires. Je crois qu'il y a presque l'unanimité autour de ça, y compris le gouvernement. Il n'y a eu aucune séance de restitution, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau du Haut Conseil de collectivité, ni au niveau d'aucune institution. Sauf quelqu'un qui l'a lu de lui-même. Moi, je l'ai lu, j'ai organisé un atelier de mon parti, un séminaire des cadres de mon parti, pour qu'on le comprenne. Mais le reste, c'est lui qui l'a lu de lui-même. Donc, les acteurs qui l'ont signé au nom des populations, personne n'est allé expliquer aux populations, mais quelqu'un ne peut pas vous mandater, vous ne pouvez pas aller signer quelqu'un au nom de quelqu'un, et vous ne le faites pas. Et récemment, j'ai même dit à un responsable de l'aménagement que c'est 4 ans et demi après que l'aménagement finance des séminaires d'appropriation pour les députés de la République. Donc il y a beaucoup qui parlent de l'accord, ils ne savent même pas ce qu'il y a là-dedans. Il y en a qui l'ont rejeté systématiquement. Et il y a des clauses là-dedans certainement sur lesquelles on va revenir, qui amènent effectivement à s'interroger. Et donc aujourd'hui, je peux dire en tout cas de ma conviction, que la non-application de l'accord n'est pas le fait des populations. C'est vrai, l'incompréhension des populations est à déplorer, mais ceux qui font l'obstruction, ceux qui sont à la base de non-application de l'accord, ce n'est pas les populations, ce sont les signataires et leurs alliés. Gouvernement, mouvement signataire, une partie de la communauté internationale. Nous aurons le temps de le démontrer pendant le débat. Et vous parlez tout à l'heure de certaines clauses sur lesquelles certainement nous allons revenir, mais parmi certaines de ces clauses, nous avons par exemple la notion d'Azawad. Le mot Azawad même pose énormément de problèmes au sein de la population malienne, même de façon générale, pas que seulement au sud, mais partout au Mali. Comment devrions-nous comprendre Azawad? Est-ce que ça doit sonner dans notre tête comme les Kenedougou, comme les Beledougou, comme les Kala? Je pense que historiquement et politiquement, le mot Azawad... Vous savez, géographiquement, tout le monde sait, c'est une cuvette dans la zone de Taoudeni. Donc je ne vois pas pourquoi on va appeler un Kidalois quelqu'un de l'Azawad, pourquoi quelqu'un de Gao on va l'appeler de l'Azawad. C'est un concept qui a été conçu par les théoriciens du séparatisme pour créer un mythe fédérateur qui permet aux gens de trouver quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Ça a été développé de longue date, de très longue date, avec 3 objectifs, je crois, qui ont été déterminés depuis 1990. Il y a une commission stratégique de l'État qui a réfléchi sur cette question, et les théoriciens de cette notion avaient 3 objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement essayer de présenter la communauté, nos frères de la communauté touareg et arabe, comme des victimes de beaucoup de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas, on les connaît suffisamment, qui devaient donc être libérés en quelque sorte, qui devaient être aidés à affirmer leur spécificité culturelle, socio-culturelle, historique, de manière, en réalité, à aboutir à une sorte d'autonomie à terme. Et pour le long terme, en réalité, c'est le fédéralisme. Ça, c'est des théories qui existent. Il y a des écrits sur ça. Maintenant, aujourd'hui, lorsque l'accord a été signé, vous avez vu que même le médiateur, bien celui qui a fait les projets de l'accord, comment l'appelle-t-on, le facilitateur, n'a pas tranché la question. Il a renvoyé à un débat entre Maliens, en disant que ça a une connotation mémorielle, socio-culturelle, ainsi de suite. Le problème qu'on a aujourd'hui en réalité, c'est qu'il y a une fixation qui est faite sur ce mot. Personne n'arrive pas à trancher. Il y a eu la conférence d'entente nationale qui s'est tenue, qui devait normalement trancher cette question. Vous avez entendu l'écrasante majorité des participants avaient dit qu'ils n'en voulaient pas. D'accord. Mais une personne a dit qu'elle n'est pas d'accord, et puis l'État s'est rallié. Et d'ailleurs, depuis les préparatifs des termes de référence de la conférence d'entente nationale, il y a un glissement, vous pouvez aller regarder ces termes. En son temps, nous avons attiré l'attention des autorités
qu'il y avait une connotation politique et historique. Ça, ce n'était pas dans l'accord. Ça a été ajouté par les acteurs, c'est-à-dire le gouvernement et ses partenaires. Chaque fois, on glisse des choses, on interprète. Entre eux, dans la cuisine interne, ils n'arrivent pas à s'entendre et le peuple malien est victime. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse nous entendre. Si la zone géographique qui s'appelle Azawad, les populations de là-bas veulent s'appeler Azawad, moi je ne vois pas pourquoi on ne l'accepterait pas. Mais moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un de Gao, on va l'obliger à s'appeler de l'Azawad, quelqu'un de Tombouctou, qui est une ville historique. Pourquoi on va faire disparaître pour appeler le nom Azawad? Maintenant, le reste, moi je pense honnêtement qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se comprendre. Le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. Donc on est en train d'avancer. Et nous allons avancer dans le débat, M. Maïga. M. Fad, vous inscrivez-vous dans la même démarche que M. Maïga, surtout quand on sait aussi que tous les mouvements, en tout cas presque 99% de tous les mouvements finissent par les A des Azawad. Et du coup, ça ne facilite pas du tout la chose ailleurs au Mali. Alors finalement, Azawad, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est comme les Belédougou, c'est comme les Kenedougou, c'est comme les Kala? C'est comme ça que nous devons comprendre Azawad ou autrement? Merci beaucoup. En ce qui concerne le nom Azawad, Monsieur le ministre l'a dit, c'est une cuvette qui se trouve dans la région de Taoudenit, l'actuelle région de Taoudenit. Le commun des Maliens a appris ce nom à travers des revendications politico-identitaires propres aux Touaregs et aux Arabes, ce qui a enclenché un rejet systématique par les autres communautés du Nord. Par le passé, il n'y avait pas une entité sous ce nom. Mais les gens qui sont venus lors de la rébellion des années 90, qui dans un premier temps demandaient un État, il fallait bien trouver le nom à un État. Et je pense, d'après mes petites recherches, c'est lorsque un responsable des premiers acteurs de 90 s'est rendu, je crois, curieusement, à Paris, au consulat du Mali à Paris. C'est là-bas qu'il a vu une carte, c'est écrit en gros caractère Azawad. Le nom a été adopté. Mais sinon, le mot en lui-même ne couvre pas l'entièreté des régions du Nord. C'est bien cité, je crois que le docteur Richer l'a cité et l'a défini comme un pâturage appartenant aux Zidnan, aux Imeddaran et aux Barabiches. Je pense que les deux entités Touareg ont déménagé pour aller très loin de ces pâturages. Il n'y a que les Barabiches qui s'y trouvent. D'accord, merci monsieur Fad. Monsieur Atayer, vous êtes le porte-parole du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, porte-parole de la CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce que nous devons comprendre par Azawad? Moi, je vais d'abord rebondir sur ce que M. le ministre Maïga a appelé imposer aux gens de Gao, de Tombouctou, le nom Azawad. Moi, je pense que moi, je ne suis pas de Kida, je suis de Gao. On ne m'a pas imposé cela. Et pour moi, ce territoire s'appelle Azawad, selon ma compréhension et selon le combat politique que je mène dans ce cadre. Ce n'est pas quelqu'un de Kidal qui est venu l'imposer. Je me le suis approprié dans le cadre des revendications que je suppose légitimes, que je porte à travers mon mouvement. Je ne partage pas non plus la lecture historique qui est faite à ces noms. Moi, je sais que déjà en 1950, les populations de la boucle du Niger, en tout cas une bonne partie des représentants de ces populations-là, ont adressé une lettre
au général de Gaulle, avant l'indépendance du Mali, pour parler d'un territoire qui le revendique, qui s'appelle Azawad. Maintenant, la définition réductrice d'une cuvette qui est quelque part à Taoudeni, franchement, elle ne repose pas sur des faits historiques réels. Mais je comprends aussi que depuis que ces crises ont commencé, les uns et les autres ont développé des thèses et un argumentaire pour tenir leur position, soit pour combattre, soit pour défendre la position de l'adversaire, ou de ce qui est supposé être adversaire. Donc, selon nous, en tant que coordination des mouvements de l'Azawad, effectivement, nous ne sommes pas les seuls que nous appelons ainsi. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce terme a été approprié. Aujourd'hui, il est approprié par une bonne partie des populations qui vivent sur ces territoires, qui ne sont pas que Touaregs et Arabes. Il y a des Soreilles dans le MNLA, dans la SEMA. Il y a des Peuls dans le MNLA, dans le SEMA. Et dans tous les autres mouvements que je connais, il y a des populations Songhouï, Peuls, Arabes, Touaregs. Elles peuvent ne pas être représentatives ou bien suffisamment majoritaires pour qu'on dise que les Touaregs sont complètement dedans, mais ils sont, les Soreilles sont complètement dedans, mais ils sont là-dedans. C'est une évidence. D'accord, mais maintenant, comment nous devons comprendre Azawad? Comment le mot doit sonner dans la tête de chaque Malien? Moi, je pense qu'il faut... je m'inscris dans ce que le ministre a dit. Notre retrouvaille ce soir doit être un oxygène pour les populations, pour le peuple malien en général, parce que c'est une retrouvaille qui est faite dans le sens positif d'aller vers la paix. La paix, elle a un prix. La paix n'est pas un vide mot. Il impose des consensus, elle exige des concessions. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout gêné quand mes amis avec qui j'ai fait le lycée de Sikasso me disent qu'ils sont de Kénédougou. Et pendant toutes les années de mon lycée, moi, je suis au Kénédougou. Et je me rappelle, je l'écrivais. Quand je vais pendant les vacances à Ségou, je dis j'étais dans les Balanzans. Et quand je vais en vacances chez moi, je dis je suis parti, j'étais en vacances dans l'Azawad. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui aux gens, aux Maliens, pour se retrouver, pour s'accepter, pour aller vers la paix, d'accepter des mots? Et ces mots, ni dans l'accord, ni dans le comportement des acteurs, ces mots-là ne signifient absolument pas la séparation, ni une menace pour l'intégrité territoriale du Mali. D'accord. Merci M. Ataher. Merci beaucoup. M. Aga Asharatouman, alors, quelle est votre lecture du mot Azawad? Elle est très simple. Au fait, moi, je sais que l'appellation Azawad, elle fait peur, parce que tout simplement, il y a la connotation politique derrière, surtout la revendication indépendantiste. On est entre Maliens ici, il faut se dire la vérité. C'est ce qui fait peur, et c'est pour ça que ce mot, cette appellation, n'est pas compris par une bonne partie des populations maliennes et systématiquement rejeté. Comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, effectivement, lors de la conférence d'entente nationale, ce mot-là, normalement, il devrait y avoir, c'est-à-dire une discussion là-dessus pour que ensemble les Maliens, c'est-à-dire... Mais lors de cette conférence-là, moi, je ne sais même pas ce qui s'est décidé exactement par rapport à cette appellation. Mais une chose est sûre, la connotation politique indépendantiste qu'on fait de l'Azawad, on ne peut pas aujourd'hui l'exprimer étant un signataire de l'accord. C'est tout simplement pas possible. Parce que l'accord, c'est l'unité du Mali, c'est l'intégrité du Mali, c'est le caractère républicain et laïque de l'État malien. Donc, de fait, la connotation politique qui en est faite, on ne peut pas les revendiquer aujourd'hui dans l'accord, parce que l'accord, c'est le fait que le Mali doit exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, et il est un et indivisible, c'est très clair. Alors, mais justement, M. Aga Asharatouman, on est d'accord que le Mali est un territoire un et indivisible, on est d'accord avec la forme républicaine de l'État, on est d'accord avec la laïcité, on est d'accord avec l'unité nationale, on est d'accord donc sur l'essentiel. Mais pourquoi, finalement, ne pas revenir d'Alger et entre frères faire un autre accord? En tout cas, cette fois-ci, en détachant
complètement la communauté internationale, nous asseoir et nous comprendre pourquoi les acteurs n'ont pas pensé à ça. Si on se comprend sur tout ça. Vous savez, il ne faut jamais oublier. C'est bon. Il ne faut jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. On est venu de très loin. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre nos alliés ou nos amis de la communauté internationale qui sont à nos cheveux aujourd'hui, qui sont en train de nous aider. Moi, je dirais, c'est grâce à eux aujourd'hui que nous, on est là entre Maliens, on se retrouve, on discute de nos problèmes. En tout cas, il faut au moins leur accorder, c'est-à-dire ce crédit-là, de nous avoir aidés, de nous avoir épaulés à un moment où on avait même des difficultés entre Maliens de nous retrouver entre nous. Donc, moi, je tiens vraiment à remercier l'Algérie, la France, les États-Unis et tous ceux qui ont aidé les Mali à arriver à cet accord-là. Ça, au fond, au moins, il faut qu'on le concède ça. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, nous, en tant que Maliens, on ne doit pas faire de l'accord d'Alger, la Bible ou le Coran, c'est-à-dire quelque chose, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut rien réaliser. Moi, je ne suis pas pour cette option parce que tout simplement, l'accord qui a été signé en 2015 et la crise que le Mali connaît aujourd'hui, en 2019, pour moi, il y a une grande différence. Aujourd'hui, il y a des crises qui se sont créées un peu partout dans notre pays. Malheureusement, dans le cadre de l'application de l'accord de paix d'Alger, aujourd'hui, ils ne sont pas pris en compte. Et de la même manière, l'accord aussi ne bloque personne. C'est-à-dire, pour moi, c'est une question de volonté. Moi, je pars toujours du concret. Nous, par exemple, à Ménaka, on a réussi à mettre en œuvre beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dictées forcément ni par la CTS, ni par le CSA, ni par l'accord d'Alger. Mais on est Maliens, l'accord nous a donné la route, elle nous a permis de nous retrouver, mais après, nous, on est Maliens, on est des Ménaka, on sait ce qu'on a comme problème, on s'est mis ensemble et puis on a avancé, c'est tout. D'accord, merci Monsieur Achratoumane. Justement, Monsieur Maïga, peut-être que Monsieur Achratoumane n'avait pas compris une partie en fait, du sens de ma question. Le problème n'est pas que nous sommes d'accord ou pas avec l'intervention de la communauté internationale, mais nous partons du principe que s'il y a eu la communauté internationale, c'est parce que les frères n'ont pas pu se comprendre alors qu'il y avait l'essentiel. Pourquoi, sur la base de l'essentiel, nous n'avons pas pu gérer ça entre nous? Vous savez, mon frère Fad a dit quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est qu'au moment de signer l'accord, tout le monde n'avait pas le même esprit. J'ai posé plusieurs fois la question, je reviens là-dessus. Je souhaite que le représentant de la CEMA nous dise qu'est-ce qui a été ajouté le 20 juin. Parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Deuxièmement, vous savez, il y a eu des erreurs dès le départ. Dans le processus de négociation d'Alger, on a confondu souvent du côté du gouvernement la quantité et la qualité. Il faut les jeunes, il faut les femmes, il faut... Une négociation, c'est une question de spécialistes. Ce n'est pas une question de représentation de la société. Vous avez des hauts cadres, des historiens, des administrateurs, des hommes qui connaissent l'appareil, c'est eux qui vont négocier. Il ne s'agit pas de remplir les avions pour aller dire qu'on va représenter toutes les populations là-bas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente sur les concepts et les définitions dès le départ. Or, un accord politique comme celui-là, il faut que dès le départ, on s'entend sur tous les concepts et les définitions. C'est parce que cela n'a pas été fait que c'est maintenant qu'on est en train de discuter l'Azawad. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Il fallait le clarifier dès le départ. Ça n'a pas été fait. Maintenant, vous savez, l'accord au début, c'est effectivement un accord de paix. Donc, c'est un outil de construction de la paix. Ce n'est pas quelque chose de figé. Les Maliens ont adhéré, dans leur grande majorité, la majorité silencieuse des Maliens, y avait adhéré dans l'espoir que ça va ramener la paix. Mais le problème, c'est que 5 ans après, la paix n'est pas revenue. Mais vous avez un malade, vous lui prescrivez une ordonnance, vous commencez à le traiter. C'est prévu qu'il soit guéri dans 2 semaines. Dans le cas d'espèce, on a dit dans 2 ans. 4 semaines après, il continue toujours à s'aggraver. D'autres maladies éclatent dans son corps. Mais vous arrêtez le traitement ou le médecin le modifie. Depuis 4 ans, on est en train d'appliquer l'accord. Au moment où on signait l'accord, la crise était à Kidal. Il est venu à Gao, à Tombouctou. Je dis c'est au centre qu'on est en train de se tuer. En 2014, moi j'ai pris ma voiture ici. J'étais jusque chez moi au nord, j'ai traversé tout le pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire.
Mais on continue toujours. L'accord, l'accord, l'accord. Il faut sortir du fétichisme de l'accord. Le Coran et la Bible sont les livres saints qu'on ne modifie pas. Il n'y a rien d'autre qui ne peut pas être modifié. Même les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, on la modifie souvent. Les constitutions des États, on les modifie. Et donc, pour moi, s'il y a la volonté aujourd'hui d'aller de l'avant, il faut qu'on s'assoie, qu'on s'interroge. Et c'est là où je vous rejoins. On n'a pas besoin de la communauté internationale entre nous, frères, pour nous asseoir et nous dire un certain nombre de choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je vous dis qu'il y a des insuffisances souvent qui viennent des trois acteurs. Vous savez, il y a trois acteurs dans cette affaire. Vous avez les mouvements armés, la communauté internationale, le gouvernement. La réalité, c'est que la plupart de ces acteurs n'ont pas joué le rôle que le peuple malien attendait d'eux. Le gouvernement, par exemple, je vous dis au moment de la préparation de la conférence d'entente nationale, c'est dans les TDR élaborés par le gouvernement qu'on a glissé les termes politiques et historiques concernant l'Azawad. Dans l'accord, ça n'existait pas. On a parlé de mémoriel, de culturel, ainsi de suite. Donc on a glissé le verre dans le fruit historique et politique. C'est le gouvernement qui a ajouté ça au TDR de la conférence d'entente nationale. C'est le gouvernement qui a fait des combinaisons souvent avec les mouvements pour faire des choses en interprétant de façon abusive l'accord. Vous avez les mouvements aussi dont certains ne jouent pas le jeu. Moi, je suis très heureux que mon frère Acharatman, Moussa Acharatman, affirme aujourd'hui, vous avez vu les applaudissements qu'il a eu dans la salle? Vous savez, dans la vie, se tromper, ce n'est pas ce qui est grave. C'est persister dans l'erreur qui est grave. Aujourd'hui, nous devons comprendre tous, on a tous une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Retrouvons-nous pour que ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, qui meurent, au nom desquels chacun dit qu'il parle alors que personne ne l'a mandaté, qu'elles aspirent à la paix finalement. Merci. Que ces populations puissent revenir. Donc c'est ça, moi, mon avis. Pour moi, il faut aujourd'hui que les Maliens aient le courage de s'asseoir et de se parler et de nous donner la main pour avancer. Mais que chacun joue le jeu. J'ai dit ce que le gouvernement souvent fait des erreurs. La communauté internationale, on la remercie pour tout ce qu'elle a fait, mais souvent elle ne joue pas toujours les jeux. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a un sanctuaire, il y a un lieu d'où partent les problèmes aujourd'hui. Oui, le pourquoi n'est pas allé là-bas? C'est Kidal, c'est la communauté internationale, les mouvements armés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Niger qui l'a dit hier. Nous aurons certainement avant lui, le commandant en chef de Barkhane, le 17 novembre 2017, l'a dit à la maison de la presse, dans une conférence de presse. Il dit qu'il y a des mouvements signataires de l'accord qui sont le jour dans l'accord, la nuit ils sont avec les mouvements terroristes. Il faut que ça aussi, on se le dise et qu'on arrête. Voilà pourquoi on n'avance pas.